Bonjour à tous et bienvenue. Nous vous proposons à travers ce podcast d'introduire les liens possibles entre cinéma et psychologie clinique. Destiné à un grand public, notre réflexion s'aidera de la psychanalyse. Celui-ci est le premier d'un ensemble où nous chercherons à faire intervenir un ou plusieurs professionnels afin qu'ils puissent nous partager leur interprétation du film Les Chatouilles d'Andrea Bescon et Éric Métayer. En 1946, Gilbert Cohen-CA disait concernant le cinéma qu'il permet l'étrange exaltation de la puissance propre aux images, improvisant à son tour des spectacles qui étaient ensevelis dans l'invisible. Car l'image étant considérée comme le premier acte de parole, y a-t-il un postulat à faire ou nourri par nos représentations, désirs, peurs, angoisses ou encore nos rêves, l'image cinématographique puisse révéler notre véritable humanité, accompagnée par tout un ensemble de conflits sous-jacents et des processus d'identification et de projection associés. De fait, l'image perçue est teintée de notre identité et notre individualité, puisque colorée par notre affectivité propre et notre histoire tout en permettant de lire le monde et d'y mettre du sens. Y a-t-il là un nouvel outil pour faire advenir une véritable parole incarnée? De cette manière, le cinéma permettrait-il, à travers les images, une communication destinée à un autre? Dans une position dite passive, le spectateur chercherait alors à identifier et à s'identifier les trames d'un échange indirect favorisé par la projection de sa propre perception de la réalité. Ces identifications se heurtent pourtant à un ensemble d'images mises en scène qui ne sont plus alors considérées comme pouvant nous atteindre. En effet, qu'est-ce qui nous pousse à ne pas vivre ce que nous observons ? Renucci, en 2015, considère qu'il existe un écart avec l'écran et dit à ce propos que le symbolique opère cette séparation pour l'humain et se manifeste pour le cinéma par une articulation des points de vue entre spectateurs et réalisateurs. Cet écart permettrait la reconnaissance de l'altérité, afin d'en saisir la communication et le message implicite pouvant prendre forme lorsque l'on sort d'une salle de cinéma et que l'on décide d'en parler avec notre famille ou encore des amis. Tentons d'en saisir le propos ainsi. Lorsque l'on décide de voir un film, nous acceptons de nous mettre en posture passive. Nous acceptons qu'un autre puisse venir nous parler d'un aspect de son monde, qu'il puisse nous parler d'une part de lui-même. Ainsi, le spectateur au cinéma n'est plus sur ses gardes, il contemple davantage qu'il n'agit. Regarder un film, c'est donc suspendre son activité mentale. Dans ce sens, l'œil devient l'outil principal de la communication et favorise le temps d'un film un état d'indifférenciation vis-à-vis du réalisateur. C'est alors que le dispositif du cinéma illustre comment, par le jeu des identifications qui se produisent, le spectateur se fige dans une volonté et un désir de voir sans être regardé. Finalement, ne voulons-nous pas voir et entendre des aspects de nos vies que l'on refuse de voir dans la vie réelle ? Favorisé par l'écart avec l'écran existant avec la fiction, l'imaginaire et le symbolisme mis en place au cinéma, il nous devient alors possible d'assister à des situations que l'on a tendance à ne pas vouloir se voir réaliser dans le réel. Peut-être est-ce là la puissance des images. Cependant, qu'en est-il lorsque la barrière symbolique, lorsque l'écart avec l'écran est brisé ? Bien que rarement interpellé par la fiction ou par un regard qu'aurait lancé un acteur à la caméra, il arrive que cette barrière, une fois brisée, nous parlons alors de quatrième mur, fasse basculer la fiction au réel. Nous pouvons penser à ce final dans Memories of Murder de Bong Joon-ho, réalisé en 2003, où l'inspecteur Do-man Park revient sur les lieux du premier crime. En rencontrant une fille ayant aperçu une personne pouvant correspondre au meurtrier, il lui demande une description physique. Elle lui répondra rien d'autre que « son visage était ordinaire ». Le réalisateur choisira alors d'abolir le quatrième mur par un regard du principal intéressé. Venant nous interpeller, ce regard nous ramène en parallèle au réel. Le symbolisme s'est dissous et laisse place au doute, à l'effroi et à la possibilité que le tueur soit peut-être plus proche que l'on ne le croit. Car si une personne est possible de commettre ces crimes, pourquoi pas nous ? Qu'est-ce qui nous différencie d'eux ? Cette dynamique est fondamentale et constitue l'essence même du film Les Chatouilles d'Andrea Bescon et Éric Métayer.
L'histoire s'inspire en effet de l'enfance d'Andrea Bescon, qui a été victime de violences sexuelles par un membre proche de sa famille. Alors que le film est censé mettre en scène une fiction à travers un jeu d'acteurs de haut vol, il n'en est pourtant pas dénué de sens. Constituant un énoncé vif et douloureux de ses conséquences dramatiques sur la constitution d'une image de soi saine, Les Chatouilles est un film qui traite d'une réalité que l'on ne souhaite pas toujours voir, pas toujours entendre. Odette, 9 ans, est la proie de Gilbert Miguier, un ami de ses parents, qui arrache des moments d'isolement avec la petite fille pour la violer. Devenue adulte et danseuse professionnelle, Odette se débat avec les séquelles du crime, entre toxicomanie et psychothérapie. Andrea Bescon dit à ce propos « J'avais 8 ans. Un ami de mes parents m'imposait des séances de chatouille. » Dans un article de Marie-Claire, Andrea témoigne. Le procès a eu lieu 3 ans après. Il a été condamné à 10 ans de prison et il en a fait 7. Il avait agressé d'autres enfants. Le paradoxe, c'est qu'une partie de ma famille a remis en cause mon récit après le procès, même en ayant entendu aux assises les aveux de mon agresseur, qui a demandé pardon à mes parents. Le déni familial est le 2e traumatisme après le viol. Mais ma descente aux enfers a commencé après, car je n'étais pas prête. Beaucoup d'autres affreux souvenirs me sont revenus. Nous pouvons ici faire le lien avec l'article « Confusion de langue entre les adultes et les enfants » écrit par Sándor Ferenczi paru en 1932 et ô combien d'actualité et d'une lucidité qui a su traverser les années. Il illustre en effet à quel point, si nous gardons une attitude froide et pédagogique lors de l'accompagnement, nous brisons le tout dernier lien qui nous rattache à la personne nous dévoilant un psychisme clivé et non unifié. Ferenczi considère que si cette bienveillance vient à manquer, le sujet se trouve seul et abandonné dans la plus profonde détresse, c'est-à-dire justement dans la même situation insupportable qui, à un certain moment, l'a conduit au clivage psychique et finalement à la maladie. Maladie que nous pouvons entendre ici comme l'expression de la souffrance. Dans le film, Karine Viard incarnera cette mère murée dans son aveuglement lorsque Odette décidera enfin de lui révéler les faits. Donnant forme à un rejet d'autant plus dramatique, elle refusera de considérer sa fille comme victime, illustrant dès lors le discours qui a si longtemps servi à faire porter la culpabilité sur les victimes de viol et par la même occasion à l'alimenter. Peut-être car se pose aussi en tant que parent sa propre responsabilité, celle de n'avoir pu et su protéger son enfant. Ferenczi constitue donc un porte-parole d'envergure pour ses victimes, puisqu'étant le premier psychanalyste à considérer l'importance de prendre en compte la parole de l'enfant ayant subi ses actes. Il dit à ce propos « Les enfants se sentent physiquement et moralement sans défense. Leur personnalité est encore trop faible pour pouvoir protester, même en pensée. La force et l'autorité écrasante des adultes les rendent muets et peuvent même leur faire perdre conscience. Mais cette peur, quand elle atteint son point culminant, les oblige à se soumettre automatiquement à la volonté de l'agresseur, à devenir le moindre de ses désirs, à obéir en s'oubliant complètement et à s'identifier à lui, allant jusqu'à intégrer en lui-même le sentiment de culpabilité de l'adulte. Cela pouvant sans détour expliquer le silence régnant parfois des années durant. Ce film constitue donc un témoignage d'un vécu traumatique, d'une vie brisée en dévoilant le parcours émaillé de douleurs, de passage à l'acte et de souffrances qui habitent le sujet violenté sexuellement. La fiction est ainsi liée au paradoxe de la réalité qu'elle tente de mettre en scène et en image. Venant dénoncer un aspect du monde qui nous entoure, l'imaginaire, le symbolique et le réel se confrontent, interpellant le spectateur dans ce qu'il a de plus humain. Au sortir de sa projection, il nous confronte en tant que personne au réel brut et peut venir nous laisser face à l'indescriptible, à l'indicible vérité de certains récits familiaux. Le cinéma devient donc pour Andrea Bescon une manière de symboliser, d'exprimer ce qui n'a pu l'être, ce qui a composé une identité qu'elle cherchait probablement à fuir. L'objectif est atteint, et ce film soulèvera, à n'en pas douter, une myriade de questionnements. De fait, la réalisatrice réussit à faire basculer son propre récit en délivrant un message bouleversant, qui viendra nous interroger sur les rapports entretenus entre nos actions et leurs conséquences, tout en redonnant du sens au regard dont nous parlions précédemment. Dans ce cadre, et afin d'approfondir notre introduction, nous vous proposons pour le prochain podcast d'accueillir un de nos invités afin qu'il puisse nous partager son regard sur ce que le cinéma peut nous apprendre de la psychologie humaine. Nous l'interrogerons aussi sur ce que le film peut nous apprendre du traumatisme. À bientôt pour un nouvel échange.